Bien, bonjour à tous. J'ai beau travailler au Quai d'Orsay, j'appartenais initialement à la tribu des historiens, et j'y suis toujours, puisque j'étais et je suis encore universitaire, d'où mes affiliations et mes contacts avec l'université. Et je vais d'abord vous proposer une approche plutôt historique, en guise d'introduction. Et je remercie donc les organisateurs, Sémir et Jean-Marc, de me donner la parole à cette occasion. Alors, le premier point, on évoquait initialement ne pas oublier les Polynésiens. Je commence avec cette carte que j'aime beaucoup, et puis par ce portrait. Pour les plus avertis d'entre vous, vous reconnaîtrez Tupaya qui avait procédé à son autoportrait vers 1769 lorsqu'il était avec l'équipe de Cook. Tupaya dresse en 1769 la première carte. On sait qu'il a été au contact avec Wallis, Bougainville, Cook, et surtout qu'il a été le principal pilote qui a permis, en tant que pilote navigateur, à Cook de se repérer dans les îles de Polynésie. Ceci pour dire qu'en réalité, la première trace et traçabilité des routes au sein de la Polynésie et au sein du Pacifique Sud est d'abord l'œuvre de Polynésiens. Je pense que c'est bon de le souligner parce qu'il va falloir comprendre tout ce qui est a priori de la macro-géopolitique à l'aune de cette expression propre aux géographes qui est la solution de continuité, c'est-à-dire à terme cet assemblage que l'on va faire entre différents outillages, à commencer d'abord donc par cette connaissance maritime des Océaniens. Dans son ouvrage Islanders, The Pacific in the Age of Empire, Nicholas Thomas découpe en deux grandes périodes, disons mi-18e, mi-19e, mi-19e, début 20e, la Bible et le fusil, évoquant les commerces et la conversion, et la tribu et l'armée, évoquant la question de la souveraineté. Alors, que faut-il entendre par là? Eh bien que on va avoir au virage des 18e et 19e siècles la constitution d'un savoir cartographique sur ce virage entre les deux océans à la charnière de l'espace océanique, mais que si on le cartographie, il était pour autant déjà un espace structurant des 17e, 18e siècles. Sémir rappelait que c'était l'avers de cet espace du bassin atlantique. Tous les travaux, notamment d'universités asiatiques et d'universités swahili, montrent l'importance, on aurait pu avoir plus de flèches partant de l'Afrique, l'importance de l'espace océanien. Cet espace de commerce s'est évidemment développé à la faveur de différents opérateurs, les premiers entre eux étant d'abord des opérateurs asiatiques, mais assez rapidement l'intrusion des Portugais qui vont échouer à pénétrer vers la Chine au XVIe siècle. Et ce sera donc une cartographie très particulière qui va s'installer, c'est celle de la VOC. Alors je ne traduirai pas en néerlandais, vous me pardonnerez, mais c'est la Compagnie des Indes orientales, qui est cette compagnie à charte, compagnie modèle montée par les Provinces-Unies, qui vont faire très rapidement de l'Indonésie, de Batavia et donc du passage de Malacca le pivot entre les deux océans. J'insiste là-dessus parce qu'à partir de ce moment va se dessiner un outillage hérité des compagnies à charte qui va être d'abord le commerce donné à des monopoles économiques, à des bateaux qui vont devoir engager leurs propres finances sur cette entreprise. Et petit à petit, elles vont développer d'abord des ports, puis des villes fortifiées, c'est-à-dire les prolégomènes d'une future administration territoriale. Et cette dualité compagnie à charte côté navire versus escales et ports qui basculeront assez rapidement entre les mains des États constitue la matrice originelle de la présence européenne dans la zone. La matrice va plus loin avec une première globalisation, pour prendre un anachronisme, dans le Pacifique avec l'East India Company britannique. Vous en avez ici les symboles, le drapeau, le logo qui est extrêmement connu, qui a été entre autres vulgarisé par le film Pirates des Caraïbes, mais surtout en réalité le siège qui est peint en dessous. Et ce siège, pourquoi on insiste dessus un instant? Parce qu'il va devenir l'India Office à terme, c'est-à-dire qu'on va, à la faveur de la liquidation de l'East India Company en 1858, transférer
l'administration de la Compagnie à Chartres en administration coloniale. Et évidemment, vous en doutez, le principal héritage va être le fait que l'Inde coloniale va devenir le pivot de la géopolitique du XIXe siècle pour atteindre le Pacifique. Ça, c'est dans une vision, j'insiste là-dessus, vue du balcon colonial, c'est-à-dire du balcon de la vieille Europe. La France va là-dedans avoir une place particulière, et je m'attarderai un instant dessus. La route française de l'Orient s'est structurée par différentes étapes. Le passage de Dumont d'Urville dans les années 1830, 1832 et 1834 pour ses publications étant en Polynésie l'escale connue. Mais en fait, c'est entre 1876 et 1885, et on resserrera la focale, que se joue l'équilibre géopolitique français dans la zone. Un personnage va l'incarner, le commandant Henri Rivière, puisqu'il va être, dès 1878, envoyé dans le cadre de la répression du mouvement insurrectionnel et indépendantiste kanak, avec la fameuse étape, c'est le premier personnage que vous voyez de profil, de la capture et de l'élimination d'Ataï, dont le crâne a été restitué il y a quelques années au peuple kanak. La répression de l'insurrection d'Ataï nous est connue par différentes sources, notamment les bambous gravés, j'insiste dessus, on pourra revenir dessus. Et Henri Rivière va continuer, il va être affecté notamment en Indochine et va trouver la mort dans ce qu'on appelle la bataille du Pont de Papier en 1883. En fait, il s'agit d'un affrontement larvé à travers les pavillons noirs contre la Chine, et la mise à mort par les pavillons noirs du commandant Rivière est considérée comme un avertissement sur la création d'une frontière quelque part dans le Tonkin entre la France coloniale et la Chine impériale. Il se trouve que, vous le savez bien, les années 1880-85 sont dominées par la personnalité de Ferry, qui va avoir sa grande année 1885, puisque en mars, il chute, son gouvernement est renversé, c'est la deuxième image que vous avez avec Ferry le Tonkinois. Il chute avec le scandale de la retraite de Langson, qui est la suite de la bataille du Pont de Papier, mais il n'arrête pas ses ambitions-là et il prononce le 28 juillet 1885 un discours extrêmement connu sur les fondements de la politique coloniale. Et dans l'enseignement secondaire français occidental, de manière générale, l'enseignement de ce discours est pris pour être un discours de politique générale sur la colonisation. La réalité est toutefois différente. L'objectif de ce discours est très précis. Obtenir un budget de l'Assemblée nationale, et c'est la troisième image, pour armer une troisième expédition après celle de 1881 et 1883 sur Madagascar. Et la séquence 1885-1895 va être vue de la monarchie merne, appelée le protectorat fantôme. L'objectif de la France à cette date est bien indo-chinois. Il est de trouver une escale, une ligne de vie maritime entre l'Afrique, le virage, le début, le sud-ouest de l'océan Indien, et l'Asie. Et ce sera le port de Diego Suarez, de sorte qu'il y a toute une histoire maritime qui s'éteint en 1973, lorsque la France, au lendemain de ce qu'on a appelé la deuxième indépendance malgache, va abandonner Diego Suarez. C'est donc pas tant la perte de l'Indochine que la perte du port de Diego Suarez qui marque un virage dans les stratégies maritimes françaises. Soit dit en passant, en 1942-43, les Britanniques se dépêchent d'essayer d'annexer Diego Suarez pour avoir à leur tour une Mare Nostrum dans l'océan Indien. Il en naîtra une cartographie tout à fait spécifique sur laquelle je reviendrai, mais dans un deuxième temps, j'aimerais évoquer assez sommairement une autre façon de voir ces deux espaces océaniques et les circulations à l'intérieur. On a tendance à surévaluer l'analyse coloniale pour une raison très simple. Elle a produit des sources, elle a produit des mécanismes d'État ou de politique publique, elle a produit donc quelque chose de facilement lisible et critiquable. Or, ce 19e siècle, 19e-20e siècle, voit le développement, disons, de trois grandes dimensions. La première, ça a été évoqué par le président Frisch tout à l'heure,
c'est le développement d'une diaspora chinoise à travers l'Asie, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. On reviendra dessus, mais il faut comprendre cette diaspora comme un premier effet de maillage humain qui va de la côte ouest américaine à la Polynésie jusqu'à l'Asie du Sud-Est. La deuxième dimension, c'est la concurrence des ports d'attache dans le Pacifique qui sont directement liés à la fin de la conquête de l'Ouest, mais également aux ambitions du Dai Nippon qui va largement se développer à cette époque et à la question du Commonwealth sur laquelle on pourra revenir. La troisième dimension, c'est un océan Indien qui, au virage des années 1940, va se trouver dans une question de rééquilibrage géopolitique. Les deux principaux événements qui vont survenir dans la zone sont évidemment l'indépendance de l'Indonésie en 1949 et l'indépendance du Raj en 1947. Or, ce qui est intéressant à partir de là, c'est que tout ce que je présentais avant dans l'héritage maritime ou administratif colonial se dissout, cède en partie place à des États souverains, mais surtout laisse comme intermédiaires les acteurs qui ont incubé pendant la période coloniale. Tous ceux qui vont être des micro-élites capables de tenir les ports, les commerces, l'administration de l'écrit, ce sont toutes ces élites-là qui vont tenir une grande partie de la transition coloniale. Dans le cas français, évidemment, le crépuscule colonial sera plus lent, plus douloureux, puisque le grand débat sur le devenir des possessions dans l'océan Indien, la révision des statuts pour les territoires du Pacifique devront attendre les séquences 75-77 pour être tranchées. Mais on a véritablement pour la France une séquence 73 Madagascar, 75 les Comores, 77 Djibouti qui va être extrêmement marquante. Les réseaux qui vont structurer cette zone, et je ne parlerai que de l'océan Indien, on le voit, sont des réseaux extrêmement puissants. On pense au Karan de Madagascar, mais plus généralement à la constitution des réseaux commerçants et bancaires indiens qui vont largement disséminer et qui ne seront pas tenus par les États. Encore aujourd'hui, le deuxième territoire d'investissement en IDE indien, c'est l'île Maurice. Pour une raison très simple, c'est que c'est le coffre-fort de la sous-région. Et à chaque fois qu'il y a une élection dans l'océan Indien, on sait que tous les candidats s'absentent 1 à 2 semaines chercher du cash à Maurice et reviennent. C'était encore le cas pour l'élection malgache. Dernier point avant d'arriver à la solution de continuité, l'absence de marine hégémonique dans l'océan Indien, et on va arriver dessus. Sur les solutions de continuité, c'est-à-dire après cet héritage des empires, que retrouve-t-on parmi les solutions hégémoniques? Alors la plus simple, c'est celle de l'hégémonie de l'atome, qui est extrêmement connue avec les tests, notamment dans le Pacifique pour les Américains et les Français. J'insiste sur ce point parce qu'à travers les travaux de Gabriel Hecht, mais aussi les travaux en cours à l'Université de Polynésie française, les débats sur la nucléarité, c'est-à-dire la perception du fait nucléaire, non plus seulement à travers la montée en puissance de la bombe, mais à travers toute la vie et mort de l'atome, des acteurs autour de l'atome, changent profondément cette perception. Je ne m'attarde pas plus longuement là-dessus, mais on pourra en débattre encore. Le deuxième héritage impérial, au sens propre du terme, ce sont les Five Eyes, c'est-à-dire cette coalition de renseignement entre les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui va trouver en fait une première expression post-impériale du regard, de la cohérence du renseignement, de l'information politique à travers Australie-Nouvelle-Zélande. Alors j'en viens sur les dernières images. Je vous disais que si on acceptait d'enlever un tout petit peu la place des États sans les nier, on voit très rapidement que, ça c'est pour avoir travaillé beaucoup avec des marins, la géopolitique des ports et des détroits est essentielle. Et dans cette géopolitique des ports et des détroits, vous voyez que dans les volumes d'échanges, alors que les regards se fixent sur Bab el-Mandeb parce que c'est le couloir de vie avec le canal de Suez, l'essentiel se joue en réalité sur la façade asiatique. Deuxième conclusion, vous voyez ici que c'est au niveau du détroit de Malacca, et donc dans un héritage où la France n'a pas directement d'intérêt, que se joue une grande partie des tensions des passages. Alors, cela m'amène en conclusion à évoquer la solution de continuité française, qui précisément, sur le même long feu que les années 70 dans l'océan Indien, se retrouve à travers 3 grandes mentalisations de l'espace.
la présence du commandant supérieur des Fazoy que vous avez ici, le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie et le commandant supérieur des forces armées de Polynésie française. Chacun étant régi par une direction, Alpaci et à l'Indien. Mais je crois qu'il faut vraiment s'attarder non pas sur l'architecture générale, mais sur les capacités d'environnement, c'est-à-dire sur cette carte promue par le ministère de la Défense, où vous trouvez les rayonnements d'action qui montrent qu'en fait la solution de continuité, pour reprendre l'expression géographe, est en réalité une solution de discontinuité. Pourquoi? Parce que les principales tensions s'accumulent dans une zone où la France n'est pas directement présente. Et donc on peut penser à partir de là que la question du deuxième rideau se pose et que dans la question, pour terminer, à chacun son Indo-Pacifique, eh bien, il y a la définition non seulement des intérêts, mais aussi des capacités de présence, et derrière les capacités de présence, évidemment, la capacité des acteurs. Je conclurai avec Christian de Chervy sur la question que la place que les Océaniens auront à travers des dispositifs post-impériaux, mais aussi à travers les grands réseaux qui se sont constitués en dehors des États au fil des 19e et 20e siècles. Je vous remercie.